Au-delà de 3 ans, les années d'expérience professionnelle ne comptent pas vraiment. C'est ce qu'ont démontré 2 psychologues américains. En fait, d'après leur étude, seule la première année d'expérience fait une vraie différence pour réussir dans un poste. Pourtant, pour les recruteurs, ces fameuses années d'expérience restent un critère incontournable. Et du coup, pour les candidats, notamment les plus jeunes, le manque d'expérience peut devenir un vrai frein à l'embauche. Je m'appelle Sandrine Chauvin, je suis rédactrice en chef de LinkedIn en France. Des demandeurs d'emploi, j'en rencontre souvent, en ligne et dans la vraie vie. J'ai eu envie de partager leurs témoignages, leurs espoirs, leurs doutes. Et surtout d'aller chercher pour les aider des coachs d'exception. Des personnalités inspirantes qui ont réussi alors qu'elles n'avaient pas forcément le profil de l'emploi. En tout cas, pas au départ. Ernestine a 27 ans. Depuis 6 mois, elle cherche un poste de chargée de communication digitale, si possible dans le domaine du sport. Elle est dynamique, ouverte d'esprit, toujours là pour aider les autres. Mais ça ne suffit pas. Dans son CV, il manque une chose, les fameuses années d'expérience. Tous les employeurs qu'elle a rencontrés lui ont reproché. En fait, elle a l'impression que toute sa carrière s'est jouée dès la fin de ses études. Je décide de commencer à chercher pour travailler afin d'être autonome, afin aussi d'aider la famille. Et je commence à rechercher avec le peu d'expérience que j'ai. À ce moment-là, je veux déjà travailler dans la communication parce que c'est mon domaine, c'est sur lequel j'ai été formée. Je reçois peu de réponses ou parfois négatives. Je me dis à ce moment-là, il faut que je m'oriente vers un job alimentaire parce que ça commence. Enfin, ma mère ne pouvait pas m'aider plus longtemps que ça. J'ai envoyé à peu près, je pense, une dizaine, 15 CV. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai pu décrocher mon premier emploi. Mais ce n'est pas le travail de ses rêves. C'est un poste d'accueil, de secrétariat. À ce moment-là, je ressens à la fois du soulagement parce que je vais pouvoir subvenir à mes besoins. Oui, je me dis aussi que c'est pas grave. Je vais justement chercher plus tard lorsque j'aurai au moins fait 1 an ou 2 ans, voire 3 ans. Ça me permet aussi d'avoir un pied à l'étrier dans le monde du travail. Le jour où mon contrat se termine, donc là je me pose et j'essaie de me rappeler un petit peu les compétences que j'ai acquises pendant les stages et pendant la formation en communication. À ce moment-là, je commence à envoyer des CV un petit peu partout, même à l'autre bout de la région Île-de-France. Et j'avance dans ma recherche, mais je commence à me démotiver parce qu'à chaque fois, je recevais soit des réponses négatives, mais souvent, c'était pas du tout de réponse de la part des entreprises. Je me dis, il y a quelque chose qui va pas dans mon CV ou dans ma lettre de motivation. Je savais que j'avais un profil junior et justement, dans ma recherche d'emploi, je recherche plutôt des postes juniors. Le problème, c'est qu'il y en a très peu. La plupart des offres d'emploi, c'est du bac+5 déjà et c'est 3, 4, 7 ans, voire même 10 ans d'expérience, limite des postes de cadre. Pour pouvoir avoir un bon boulot, réaliser ses rêves, il faut faire le parcours droit. Que des expériences en communication. J'ai l'impression que le job alimentaire ne compte pas dans mon CV pour les recruteurs. Enfin, en tout cas, c'est mon image qui ressort. J'ai l'impression d'être dans une espèce de prison un espèce d'endroit en fait, où personne veut me délivrer. Ouais, il faudrait peut-être qu'à un moment donné, la roue tourne. Et en fait, c'est une coach qui va l'aider à passer le cap, quelques mois plus tard. Je recherchais surtout dans le secteur public, donc administration publique, parce que c'est quelque chose qui me passionnait beaucoup à l'époque. Et elle me dit non, au contraire, il faut aller dans le privé, postuler vraiment dans toute une entreprise, même les petites et moyennes entreprises, même ceux que tu connais pas de nom. Et à ce moment-là, j'ai senti un blocage sur moi-même. Et c'est-à-dire que j'avais peur, en fait, justement, de passer de cette barrière-là. Je suis redescendue sur Terre et ça m'a pris de panique. Et donc, du coup, j'ai pleuré longuement. J'étais prise par l'émotion. Donc, du coup, c'était impossible de continuer la conversation. À ce moment-là, elle me dit je te laisse, je vais essayer de respirer, essayer de te calmer, mais elle sentait que j'allais pas bien, tout simplement. Et c'est un très mauvais souvenir. Et
Parce que ça me rend encore plus victime et ça me culpabilise encore plus. Donc c'est pour ça. J'ai l'impression de plus y croire et je me dis, bah, c'est fini. C'est fini, on me donnera pas ma chance. Donc, après, que faire, effectivement. Mais Ernestine va rebondir, parce qu'elle est passionnée de sport, de handball notamment. Elle s'entraîne 2 fois par semaine depuis des années, elle a l'esprit d'équipe, la combativité. Et ça va être un ressort pour transformer sa colère en force. À ce moment-là, elle rejoint la fédération de handball pour une grande compétition. Mais pas pour le poste que vous imaginez. Je commence donc à travailler en tant que bénévole pour la Fédération française de handball. Et en fait, c'était pas tout de suite dans la communication, c'était de réceptionner les photos prises sur l'ensemble des rencontres à Bercy et donc de faire un tri, donc sélectionner les photos les plus pertinentes, les plus sympas et donc les mettre en ligne sur le Flickr de l'événement. Bah, à ce moment-là, c'est beaucoup de joie, d'épanouissement, de plaisir, en tout cas, prendre du plaisir à enfin faire ce que je souhaite faire. Et évidemment, c'était que du bénévolat, je le rappelle. C'était du bénévolat, certes, mais elle a pu commencer à construire quelque chose d'indispensable quand on cherche un emploi, un réseau. J'ai pu discuter avec le chargé de marketing et de communication et il m'a dit bah voilà je prends tes coordonnées et parce que potentiellement il y a des ouvertures de postes qui vont se faire prochainement. Quelques mois plus tard, je reçois les 2 offres d'emploi directement de la part de la personne. Des emplois de chargé de communication plutôt axé équipe de France et un autre poste de chargé de communication également, mais plutôt axé institution, donc fédération pure et dure. Bon, ok, je me dis, c'est Bac+5, un peu d'expérience en communication, mais comme il connaît un peu mon parcours, j'envoie mes candidatures. Et au final, je reçois le mail en disant qui dit qu'effectivement j'ai pas été pris pour les 2 postes. Sans doute le fait que j'ai eu finalement moins d'expérience que d'autres, ça a joué aussi sur la sélection de ma candidature. À ce moment-là, je me sens impuissante par rapport à ça. Je me dis finalement je fais tout ça pour peut-être pour le moment pas grand-chose. Après, je reste toujours déterminée dans le sens où je me dis un jour ou l'autre, ça va payer, tout simplement. Ernestine rêve toujours de travailler à la préparation des JO à Paris en 2024. Mais elle continue à élargir ses recherches. Et côté expérience, elle a refait ses comptes. Aujourd'hui, j'estime avoir 3 années d'expérience dans la communication. Alors, sur ces 3 années, il faut compter 7 mois de CDD et le reste, effectivement, ce sont des missions de bénévolat à la Fédération française de handball et également au Massy SO de handball où depuis novembre 2016, je m'occupe du Twitter de façon évidemment bénévole. Donc ma stratégie elle est simple, c'est que je ne mentionne plus le type de contrat, comme ça passe beaucoup mieux je pense et c'est beaucoup plus lisible en tout cas au niveau de mon CV. Après s'il me pose la question, je reste honnête et je dis les choses. Là actuellement, j'ai refait le point parce que j'ai un suivi de mes candidatures. Et donc là, au moment où on se parle, donc j'en suis à 34 à peu près candidatures. Et sur la trentaine de candidatures, j'ai eu 3 entretiens. Le premier, c'était intéressant parce que il y a une part de communication dans le boulot. Il y avait un peu de comptabilité, mais finalement, j'ai pas été retenue. Le deuxième, c'est très bien passé. Il y a eu un entretien vidéo et un entretien collectif au sein du Paris Saint-Germain. Et du coup, on m'a prise et du coup, je travaille sur chaque match du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Et c'est un poste, alors ça, c'est un petit boulot pareil, hein, on va dire, oui, alimentaire. Et le troisième, c'était hier. C'est un poste de responsable billetterie avec encore une fois pas mal de compétences transversales. Et donc, réponse, incessamment sous peu, je reprends les termes du recruteur. Et donc, j'espère que je serai retenue. Moi aussi, j'espère qu'Ernestine va être retenue. Quand j'ai entendu son témoignage, ça m'a rappelé un chiffre. Selon Pôle emploi, 1 jeune sur 5 ne saurait pas mettre en valeur ses compétences. Alors j'ai cherché qui pourrait inspirer Ernestine. Quelle personnalité pourrait lui donner des conseils ? Qui aurait eu, comme elle, à un moment donné, le sentiment qu'elle n'a pas le profil de l'emploi ?
et j'ai pensé à Sarah Ourahmoune. Sarah Ourahmoune, elle est aujourd'hui la vice-présidente du Comité olympique français et administratrice de Paris 2024. Quand cette championne a commencé la boxe, les femmes n'étaient même pas autorisées à combattre en compétition. Et pourtant, elle est devenue la première Française à boxer au JO. C'était à Rio en 2016 et elle a gagné la médaille d'argent. Depuis, elle a fondé son propre club, Boxer Inside, et aujourd'hui, elle donne des conseils aux entreprises pour transmettre sa force de la gagne. Sarah Ourahmoune, quelle est votre première réaction quand vous entendez le témoignage d'Ernestine ? Ça a fait beaucoup écho déjà à mon parcours et puis à des discours que je peux entendre autour de moi. Écho parce que y a des mots comme je suis pas à ma place, on me donne pas ma chance. Le fait de douter aussi, c'est des moments par lesquels je suis passée et j'ai un point commun avec elle aussi, c'est que j'ai fait des études en communication et donc les questions qu'elle se pose, je me les suis posées il y a quelques années puisque j'avais pas forcément de réseau, pas d'expérience dans le domaine et donc il a fallu, comme elle, essayer de faire ses preuves. Et comment vous gardez cette foi ? Parce que vous avez dit notamment que vous deviez vous battre pour vous imposer, vous faire même respecter. Comment vous faites justement pour garder cette rage de vaincre et de gagner ? Pour moi, ça a été vraiment l'objectif. J'avais un rêve, c'était celui d'aller aux Jeux Olympiques de Rio et il y avait que ça qui pouvait me faire avancer. Et donc à chaque fois, chaque jour, c'était un peu mon petit plaisir. Le sourire que j'avais le matin en me levant, c'était de me dire un jour, j'aurai la chance de vivre ce rêve et d'aller à Rio. Et donc, je faisais en sorte de me protéger de toutes les difficultés en me disant déjà que c'était normal qu'il y en ait, ça pouvait pas être un chemin tout lisse et le fait d'accepter les difficultés, quand elles arrivent c'est plus facile et puis bizarrement j'avais aussi le sentiment que en faisant du sport, en me sentant bien physiquement j'allais pouvoir affronter plus facilement les choses négatives. Ernestine, dans son témoignage, semble penser que pour réussir, il faut un parcours sans accroc. Votre parcours à vous a-t-il été émaillé d'accrocs ? Forcément, quand je commence la boxe, il n'y a pas une personne qui me dit que c'est bien ce que je fais. Au contraire, on me dit qu'une femme n'est pas faite pour monter sur un ring. Et puis après, il y a eu plein de difficultés parce que j'étais pas reconnue et considérée comme un homme alors que j'avais des résultats. Donc il a fallu, un peu comme elle, avoir un job alimentaire à côté de mes 2 voire 3 séances d'entraînement quotidiennes et puis après ça a été avec la carrière professionnelle, les enfants, donc il a fallu à chaque fois se débrouiller seul. Mais en même temps, c'est pas vrai parce qu'au fil du parcours, on rencontre des gens qui nous tendent la main, qui nous ouvrent les portes, qui nous font confiance. On trouve un peu des alliés, mais ça se fait pas tout de suite. Donc voilà, ça a été les premiers accros. Et puis après, j'ai eu d'autres accros. Forcément, dans le sport, c'est tous les échecs. Et j'en ai un gros qui a été un peu dur pour moi. Ça a été l'échec aux qualifications des Jeux de Londres en 2012. Ça faisait 16 ans que je travaillais pour cet objectif. Et en fait, je perds le dernier combat qui m'aurait permis d'aller au jeu, un combat qui dure 8 minutes. Donc en 8 minutes, je détruis quasiment 16 ans de travail, le rêve d'une vie. Et avec du recul, je suis contente d'avoir perdu ce combat parce que derrière, je me suis vraiment remise en question. Je m'entraînais beaucoup physiquement pour cet objectif et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que mentalement, je sois accompagnée et surtout que je bâtisse une stratégie pour être encore plus forte. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'avoir perdu, même si sur le moment, ça a été, j'ai mis quasiment 3 ans avant de digérer cet échec. Donc si on l'applique à un demandeur d'emploi qui concrètement galère parce qu'il essuie des refus, comment vous appliquez ça au-delà du sport ? Au-delà du sport, moi, je lui dirais de continuer, de tenter, de se dire, OK, il y aura des refus et de pas mettre d'émotion, en fait, dans les refus. Moi, pour les combats de boxe, ça a été un peu ça. Les fois où j'ai perdu sur certains combats, je me disais, c'est pas grave, c'est un apprentissage et j'essayais à chaque fois d'en tirer les leçons, de comprendre pourquoi j'avais pas réussi à gagner. Voilà, j'ai reçu une lettre de refus et qu'est-ce que j'en fais ? Pourquoi ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est parce que je correspondais pas au profil ? Est-ce que parce qu'en face il y avait des concurrents au CV plus garnis ? Enfin voilà, je pense qu'Ernestine elle a besoin aussi de valoriser tout ce qu'elle a pu faire. Je trouve qu'elle dévalorise beaucoup son expérience de bénévole, alors que c'est une belle expérience, c'est très riche. Et même ces petits emplois alimentaires, forcément, on développe des compétences et c'est des choses qu'elle doit apprendre à mettre en valeur. Vous parliez d'alliés également, appliqués à la recherche d'emploi. À votre avis, quels seraient les alliés ici d'Ernestine ou d'un autre demandeur d'emploi qui ne trouve pas ?
Pour elle, je me demande si intégrer des réseaux, des associations, ça pourrait pas être un bon point pour elle, parce que déjà, ça lui permettrait de faire des rencontres qui peut-être pourront l'aider à trouver un emploi, parce que souvent le bouche à oreille et la recommandation, c'est des choses qui fonctionnent bien. Et puis, je me dis que si j'étais elle, peut-être que je montrerais mes compétences à travers le digital, parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a plein de choses à faire. Et notamment en termes de com, elle pourrait montrer son impact, ses compétences, peut-être même son influence sur les réseaux, et donner envie à une entreprise de pouvoir s'associer à tout ça. Parfois, on est sur le point de baisser les bras. On l'entend avec Ernestine qui pleure quand elle parle à son coach. Elle a d'ailleurs encore du mal à en parler. Vous, j'imagine que ça vous est arrivé aussi. Comment est-ce qu'on rebondit dans ces cas-là ? Moi, j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré, mais je pense que ça m'a aussi fait du bien de me rendre compte qu'il y avait des choses qui fonctionnaient pas. Ça m'a permis de m'améliorer, de me remettre en question, de poser les choses. Et c'est vrai que quand on a quelqu'un en face à qui on peut parler et qui a aussi un peu de recul pour nous challenger sur le parcours qu'on a fait, sur les choses aussi qu'on propose. Là, elle a besoin d'être challengée sur toutes les missions qu'elle a pu faire, pour qu'elle se rende compte que, oui, elle a des compétences, oui, elle a de l'expérience, alors peut-être que d'autres en ont, mais en même temps, elle débute. Si vous aviez été la coach d'Ernestine à ce moment-là, vous lui auriez dit quoi ? J'aurais dit d'y retourner, de regarder un peu tout ce qu'elle a pu faire, de noter, vraiment en disant, OK, tu as eu cette expérience, qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire, pour qu'elle se rende compte qu'elle a fait des choses, et que ça, c'est à valoriser, c'est à mettre en avant dans un entretien, et qu'elle arrête de dire petite expérience, bénévolat. C'est vrai qu'elle tire tout vers le bas. Tant qu'elle n'est pas convaincue, elle ne peut pas convaincre un employeur. Est-ce que vous auriez d'autres conseils à donner aux demandeurs d'emploi, notamment quand on a un manque d'expérience ? Aujourd'hui, on a la possibilité de faire plein de choses. Moi, je n'ai pas réussi à trouver l'emploi dont je rêvais, et je l'ai construit. En créant mon association, et puis après en développant les projets sur lesquels j'avais envie de travailler. Alors ça a pris un peu de temps, parce qu'il faut que l'activité prenne pour pouvoir être un peu rentable et pouvoir se financer, et c'est comme ça que derrière j'ai eu des opportunités. J'ai envie de dire que quand on fait quelque chose, il faut penser un peu à une victoire différée. On ne gagne pas tout de suite, et pour moi ça a été le cas, c'est-à-dire que des fois c'est 10 ans plus tard, et le poste que j'occupe aujourd'hui, c'est un poste que j'ai visé il y a des années, et j'osais à peine espérer. C'était pour moi un rêve un peu lointain, mais le fait de m'être engagée très tôt auprès des athlètes, j'ai réussi à me faire connaître et à me créer un espèce de petit réseau dans le monde sportif, donc à être identifiée, et puis du coup à réussir à convaincre. Ernestine nous a confié que son plus grand rêve serait de travailler pour le comité d'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024. À votre avis, que doit-elle faire pour mettre toutes les chances de son côté et réaliser son rêve ? Il y a besoin de se faire connaître en fait dans ce réseau-là, pour montrer tout ce qu'elle a pu faire, pour montrer son engagement aussi. Et c'est peut-être solliciter le comité. Ils ont une plateforme où elle peut postuler. Il faut qu'elle le fasse, si elle ne l'a pas encore fait. Vous l'avez entendu, Sarah Ourahmoune est une battante. Elle l'a toujours été, et elle continue de l'être. Alors si vous cherchez un emploi et que vous manquez d'expérience, voilà les 3 conseils que j'ai envie de retenir. Le premier, c'est de valoriser au maximum tout ce que vous avez fait dans le passé. Les stages, les jobs alimentaires, de faire la liste de toutes les compétences que vous avez. Même si c'était du bénévolat, ces expériences ont beaucoup de valeur, bien plus que vous ne l'imaginez. Le deuxième conseil, c'est de toujours se rappeler là où vous voulez aller. Le poste, l'entreprise dont vous rêvez vraiment. Si vous avez un objectif bien clair en tête, les recruteurs y verront plus clair. Et surtout, vous pourrez orienter toutes vos expériences dans ce sens. Et le troisième conseil, c'est de réfléchir à se lancer parfois autrement. Créer par exemple votre propre activité, ou simplement faire connaître votre expertise via les réseaux sociaux ou lors d'événements dans votre secteur. C'est en faisant des rencontres que vous allez décrocher l'emploi de vos rêves. C'était le Profil de l'emploi, le premier podcast de LinkedIn en France, produit par Europe 1 Studio. Un très grand merci à Ernestine et à Sarah Ourahmoune. Merci à Tiffany Blandin, journaliste chez LinkedIn, avec qui je construis ce podcast. Et un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Je vous retrouve très vite avec de nouveaux témoignages et de nouveaux conseils sur Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute. Si vous souhaitez partager votre expérience ou témoigner, je vous donne rendez-vous sur LinkedIn.
Et si vous aimez ce podcast, j'ai un dernier conseil, ou plutôt un service. Abonnez-vous pour découvrir la suite, partagez avec vos amis demandeurs d'emploi et bien sûr, faites-nous part de vos étoiles, idéalement 5. Merci et à très vite pour le prochain épisode.